Et oui, salut à tous. Aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va se baser sur les méthodes d'attaque qu'utilisent les hackers éthiques. Tout dernièrement, dans l'épisode 3 de notre vidéo, on a vu les outils qu'utilisent les hackers éthiques. On a vu que la majorité d'entre eux utilisent certains outils comme Wireshark. Il y a d'autres qui utilisent John the Wiper. Il y a beaucoup aussi qui utilisent Nmap. On a vu au moins 8 ou 9 outils, mais on a aussi dit qu'il n'y a pas ces 8 ou 9 outils, qu'il y a beaucoup d'autres. Ça dépend du genre de méthodologie qu'on va utiliser, ou du moins ça dépend du périmètre et de ce qu'on a formellement parlé comme le client, ou du moins comme le particulier avant qu'on commence le processus du hacking éthique. Mais parlons des méthodes d'attaque. Les méthodes d'attaque qu'un hacker éthique peut utiliser euh, pour faire son job, ou du moins pour faire son travail, sont beaucoup. Et, et un hacker éthique peut utiliser beaucoup de méthodes, ça dépend de ce qu'on a convenu comme le client. C'est-à-dire que si je vais faire, si je suis un hacker éthique et que je vais faire une analyse, ça va dépendre du client. Le client va me dire l'analyse, je dois aller faire sur tel périmètre, que je suis autorisé à faire ceci, je ne suis pas autorisé à faire cela dans ce cas-là. Et avec tout ce que le client va nous dire, on va utiliser certaines méthodes d'attaque et d'autres, on ne va pas utiliser certaines d'autres méthodes d'attaque. Et parmi les méthodes d'attaque, on a beaucoup. On a comme par exemple l'ingénierie sociale, on a l'attaque phishing, on a injection SQL, on a réingénierie de logiciels, on a attaque DOS ou DDoS, on a attaque de force boot, on a test d'intrusion. Il y en a beaucoup d'autres. Mais parlons un peu de ce qu'on a là. On a l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale n'est pas comme une forme d'attaque, mais ça peut s'utiliser comme une technique dans laquelle l'ingénierie sociale vise à exploiter la faille humaine qui est, d'un point de vue du hacker, ou du moins du hacker malveillant, l'humain est la faille. L'humain est la faille par dire que avec l'humain, quand on interagit beaucoup avec nos amis, nos familiers, les membres de notre famille, ça va nous causer que je fais plus de confiance avec les membres de ma famille sur certains sujets qu'à mes amis. Et aussi, j'ai un ami secret ou bien un ami confidentiel. Ce que je parle avec cet ami-là, je le compare avec mes soeurs ou mes frères. Mais ceci dit, dans l'ingénierie sociale, c'est que le hacker malveillant, lui, il exploite cette relation qu'on a entre un ami ou du moins un membre de notre famille. À dire que l'ingénierie sociale dit que s'il fait plus confiance à un ami qu'à un membre de sa famille, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter cet ami, on va exploiter cette lien qui existe entre lui et cet ami pour pouvoir lui soutirer des informations confidentielles sur son famille. C'est-à-dire que si je suis un hacker malveillant et je veux récupérer beaucoup d'informations sur Jean, par exemple, je passe de 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans à ce que Jean me confie totalement ce qui se passe dans sa famille. Et après que Jean m'a confié tout ce qui se passe dans sa famille, combien de gens existent, est-ce qu'ils sont millionnaires ou milliardaires, après que Jean m'a donné toutes ces informations, moi ce que je fais, c'est que je commence à armer mon plan pour pouvoir soutirer de l'argent, du moins, pour pouvoir faire du chantage aux membres de la famille de gens qui ne me connaissent pas dans l'identité du hacker malveillant.
L'ingénierie sociale, parler de l'ingénierie sociale, c'est parler beaucoup de la relation entre humains et humains. Cette méthode d'attaque-là, on peut l'utiliser pour soutirer beaucoup d'informations comme, comme nous, comme, comme nous, comme nous, comme nous venons de le voir. Après, on a le phishing. Le phishing, qui est une méthode très utilisée, qui veut dire l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est que de laquelle on tend un piège à quelqu'un et ce quelqu'un-là va mordre à l'hameçon sans qu'il le sache. C'est que par exemple, dans plusieurs cas que nous avons rencontrés avec le phishing, c'est que vous pouvez vous rencontrer avec un cas de phishing très courant sur Internet, c'est que euh, vous êtes sur Internet, vous naviguez, vous ne faites rien de sérieux, et boum, te apparaît une publicité te disant que, bref, tu as gagné un iPhone 10. Et pour récupérer cet iPhone 10, tu dois mettre ton prénom, ton nom, ta carte bancaire, ton adresse email euh, pour pouvoir te donner cet iPhone 10, pour pouvoir te donner la direction et nous allons t'envoyer cet iPhone 10. Mais pour le faire, tu dois nous donner premièrement ton prénom, ton numéro de carte bancaire, ton adresse et nous allons t'envoyer cet iPhone 10. Dans la majorité des cas, c'est que c'est une attaque de phishing. Une attaque de phishing, c'est que la personne veut te soutirer des informations confidentielles et, et cette personne-là utilise cette méthode d'attaque pour pouvoir te la soutirer. Cette personne-là te met dans l'urgence et dans la surprise, qui est une cas très très familier, et te met dans le cas de la surprise et que si tout le monde, tout le monde aujourd'hui souhaite avoir un iPhone ou du moins un ordinateur portable de haute technologie. Alors, quand cette occasion te présente, très, 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 très gratuit et, et très facile, je pense que pour la majorité des gens, ils ne vont pas l'éviter. Alors, ils vont mettre ces informations et puis, bon, ils se sont fait hacker et que le hacker a eu tout, toutes les informations confidentielles à propos de le hacker même a reçu le numéro de carte bancaire pour pouvoir faire ses propres transactions. Après, on a l'injection SQL, qui est ce qu'on a parlé hier. On avait dit que dans l'injection SQL, c'est que on injecte des bouts de code pour pouvoir avoir toutes les données qui sont dans une base de données. C'est-à-dire, si je vais faire une injection SQL dans un site de commerce en ligne, c'est-à-dire un site qui vend des produits comme produits de cheveux, maillots, tout cela, dans sa base de données, dans la base de données là, de ce site web, ils vont avoir comme par exemple les prix du produit, qui a acheté tel produit, le numéro de carte de la personne qui a acheté tel produit. Alors moi, si j'arrive à faire une injection SQL dans ce site-là, je vais pouvoir récupérer toutes ces données-là. Le nom de chaque personne qui a acheté un produit, son adresse, le numéro de carte qu'il a utilisé, tout cela. Faire de l'injection SQL, c'est une bonne méthode d'attaque dans les tests d'intrusion de l'application web. Après, on a l'ingénierie de logiciel qui souhaite réinventer la roue du logiciel pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il fait. Par exemple, on utilise l'ingénierie de logiciel quand, quand il y a un logiciel malveillant installé sur un ordinateur, ou du moins quand on s'est fait infecter par un logiciel malveillant. Alors, on utilise l'ingénierie de logiciel pour pouvoir analyser comment on s'est fait attaquer, comment on s'est fait pirater pour ce logiciel malveillant. Après, on a l'attaque DOS et DDoS. Mais là, j'ai seulement écrit DDoS. Mais on a deux attaques qui est la DOS et le DDoS. La DOS qui est une attaque par déni de service. Le déni de service, c'est que tu es en train de naviguer sur Internet, tu vas sur le site google.com
Et puis, ça paraît à un moment donné que ton Internet est très très bon, mais on te dit que tu peux pas, tu peux pas monter sur le site, que le site prend trop de temps pour se charger. Cela signifie que ce site-là est en train de subir une attaque par déni de service. Le déni de service, c'est que le site ne peut pas se charger complètement tellement qu'on le sature de requêtes. C'est que dans l'attaque par déni de service, c'est que on envoie tellement de demandes pour pouvoir accéder à ce site-là que le site ne peut même pas répondre. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si, si je suis en train de développer une, euh, si je suis en train de développer, par exemple, une application pour que les gens puissent écouter de la musique en ligne sur mon site web, sur mon site web, sur mon site web, par exemple, linuxmusic.com, les gens peuvent écouter de la musique en ligne. Par exemple, si mon site généralement, j'ai acheté un hébergement pour que 50 personnes puissent écouter de la musique en ligne. Seulement 50 personnes. J'ai acheté un hébergement pour que 50 personnes puissent écouter de la musique. Alors, quand j'ai publié mon projet en ligne, j'ai obtenu plus de 10 000 personnes qui souhaitent écouter de la musique. Ces 10 000 personnes se sont connectées sur mon site et souhaitent écouter de la musique en ligne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, ça va se passer comme une attaque par déni de service. C'est que ces 10 000 personnes vont envoyer une demande pour écouter de la musique sur mon plateforme. Pendant que ces 10 000 personnes-là vont envoyer une demande pour écouter de la musique sur mon plateforme, lui seulement peut écouter pour 50 personnes. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon site va se tomber parce que le site n'a pas été fait, ou du moins, mon plateforme n'a pas été fait pour pouvoir y écouter, ne peut pas supporter 10 000 personnes en même temps. Mais sinon, mon plateforme peut seulement faire pour 50 personnes en même temps. Et ce qui va se passer là, c'est que là va se passer comme une attaque de déni de service. Ce n'est pas une attaque de déni de service en soi, mais c'est comme l'exemple. Alors, quand on fait une attaque par déni de service, c'est que on a plusieurs utilisateurs, du moins plusieurs requêtes, plus de 100 000 requêtes qui va vers une plateforme jusqu'à ce que cette plateforme-là ne peut pas répondre à cette requête et que cette plateforme-là tombe de nulle part et que personne ne peut plus accéder à cette plateforme. Et dans le cas de DDoS, c'est le même, mais c'est une genre de déni de service plus avancé. Plus avancé et ça va être de plus en pire dans le cas de DDoS. Après, on a l'attaque de false boot. L'attaque de false boot, c'est l'attaque la plus utilisée qui consiste à forcer un accès, genre forcer un accès de connexion. Par exemple, si je veux accéder à un compte Facebook d'un ami, alors je sais pas le nom d'utilisateur et le mot de passe, du coup, je vais utiliser l'attaque par force boot. Je vais forcer la connexion, je vais forcer la connexion d'utilisateur par fournir des faux noms et des faux mots de passe jusqu'à en trouver la bonne. Cette méthode de force boot peut être utilisée aussi pour ouvrir les mots de passe de Wi-Fi, de connexion Facebook. Non pas seulement de connexion Facebook, mais là où il y a, là où l'on, là où l'on demande, là où on nous demande de faire une connexion, du moins, quand je parle de connexion, c'est qu'on nous demande de fournir nom d'utilisateur ou mot de passe ou quelle que soit une information pour pouvoir se connecter ou du moins pour pouvoir s'authentifier. Alors, on peut utiliser l'attaque par Facebook pour pouvoir passer ce que l'on nous demande. Après, finalement, on a des intrusions
C'est une technique aussi, du moins c'est des méthodologies qu'on utilise pour pouvoir faire tout ce qu'on vient de parler là. Dans le test d'intrusion, ça dépend du test d'intrusion. Dans le test d'intrusion, on peut avoir l'ingénierie sociale, l'attaque de phishing, on peut avoir toutes ces méthodes-là dans le test d'intrusion. Ça dépend du type de test d'intrusion. Et c'est pourquoi on a mis le test d'intrusion dans une de ces attaques, parce que on peut faire le test d'intrusion pour seulement test d'intrusion pour une application web. C'est qu'on va chercher les vulnérabilités sur une application web, on va les exploiter et au final on va sortir un rapport. Alors c'était tout pour les méthodes d'attaque pour aujourd'hui. Donc on se parle dans la prochaine épisode de plus sur le hacking éthique. Alors ciao.